Mais décidément, certains pays occidentaux font figure de cible. La France a été une nouvelle fois prise pour cible lors de ces fameux talk-shows de la télé russe. Écoutez, regardez, cette fois il est question de passer par l'Afrique pour tenter de frapper la France. Regardez, écoutez. Ну хорошо, мы стесняемся это сделать, но, пожалуйста, у Вагнеров есть своя техника. Но придайте им технику, пусть нанесут удар с территории Африки. Нечто взлетит с территории Африки, ну, скажем, из Ливии, и нанесет удар по Франции. Так, что ли, хотите? Или неопознанный корабль, принадлежащий частной структуре, и с него удары морскими дронами по территории Британии. On rivalise d'imagination pour frapper la France. Ça va par vagues. De temps en temps, c'est reparti. Avant, c'était via les armes nucléaires. Alors, cette fois, c'était... Bon, évidemment, tout ça fait suite à l'annonce d'Emmanuel Macron de livrer ses chars légers à l'Ukraine et était ensuite accompagné par les Américains, par les Allemands, par les Britanniques, pour d'autres chars légers. Mais bon, voilà, est-ce que ça appelle une réflexion de votre part, général? C'est toujours un narratif de terreur, si vous voulez. C'est le même qui est conduit depuis le début de la guerre, avec d'emblée la menace nucléaire et puis après toutes les menaces diversifiées. Non, je pense qu'effectivement c'est une réplique à la décision prise par la France de livrer des blindés légers à roues à l'Ukraine et qui va probablement être suivie par d'autres mises en place d'engins de cette catégorie-là. Et on cherche à frapper les opinions publiques en France et en Grande-Bretagne en disant « Regardez, ce que font vos gouvernants va vous mener à votre perte ». Mais c'est tellement ridicule ce qu'il dit, tellement excessif qu'on pourrait le prendre pour un chansonnier si c'était au deuxième degré, parce que c'est complètement ridicule. Imaginez un bateau qui va aller tirer un missile sur la France. D'abord, ça ne va pas du tout détruire la France. Et puis ensuite, ce bateau sera détruit, probablement beaucoup d'autres avec lui. Ça n'a pas d'intérêt militaire. Vous voyez, donc, ça ne tient pas debout. Eh ben justement, oui, vous voulez dire un mot là-dessus, Jean-Dominique? Oui, non, ça vous fait... Jean-Paul Perruche a dit ce qu'il fallait dire. Ce type est dingue. On le voit très souvent. Soloviev. Et surtout, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'ils ne sont pas en train de gagner la guerre. Ce n'est pas des réflexions de gens en train de gagner la guerre. Ils sont dans la panique. Ils sont dans la panique et ils ne savent plus quoi faire. Donc, on va tirer un missile, un drone sur la France depuis un bateau au large de la Libye. Enfin, n'importe quoi. Daphné, je vous vois un peu plus réservé. Non, c'est juste qu'en fait, les calomnies auxquelles se livrent comme ça les présentateurs de télévision russe pro-guerre, finalement, c'est juste un rouleau compresseur informationnel continu qui, quelle que soit la crédibilité de ces informations, l'objectif, c'est il en restera toujours quelque chose. Donc, finalement, c'est ça qui est assez pervers dans cette technique. Donc, même si on trouve grotesque toutes les affirmations qu'on entend depuis des mois sur les possibles frappes russes contre tel ou tel pays occidental, c'est un bruit de fond qui peut susciter finalement une forme d'angoisse chez nos populations. Donc, même une toute petite partie. Il faut quand même, et même si c'est pas crédible, même si c'est complètement déclaratoire, outrancier, il peut en rester quelque chose. Et c'est ça qui est dangereux en fait dans la guerre informationnelle. Et vous pensez qu'on devrait peut-être pas passer ces extraits? C'est votre choix. Non, mais moi je suis pour la liberté totale. Mais en plus, surtout, avec une explication de texte derrière, c'est tout à fait didactique. Oui, mais David, ça circulera quoi que vous fassiez. Oui, ça circulera. Et je veux dire que par exemple, dans tous les milieux pro-russes, ce que j'appelle la 5e colonne française, ce genre d'extrait, ça circule. Mais moi je vois. Non, mais ce qui est intéressant, pardonnez-moi, je ferme la parenthèse, mais c'est que pour nous, au contraire, c'est une façon de dévoiler l'univers absurde, l'univers mental absurde dans lequel vivent ce genre de membres de l'élite russe. Mais c'est intéressant de penser que peut-être aussi l'effet subliminal de ces déclarations pourrait exister. C'est intéressant parce que ça montre aussi pourquoi la population russe ne se révolte pas, pourquoi il n'y a pas de ces révoltes qu'on attend depuis 1 an et qui n'ont pas eu lieu et qui n'auront jamais lieu à mon avis. C'est que là, ils sont en train de préparer justement une 3e mobilisation. Et ce discours-là, qui est de dire on peut aller les frapper, on va frapper la France, on va frapper la Grande-Bretagne, on va frapper... Ça mobilise les gens et ils se sentent agressés. L'idée, c'est de dire
aux Russes, au peuple russe, regardez, ces gens nous menacent, mais nous avons aussi la capacité de les menacer. Oui. Eux aussi, ils vont avoir peur. Vis-à-vis du peuple russe aussi. Voilà. Moi, je pense que c'est un discours interne. C'est ce que je voulais dire exactement. C'est Et que général- cette communication, oui, on est tout à fait en phase, mais comme nous sommes européens tous les deux, voilà, ça m'étonne exactement. pas. Parce que cette communication s'adresse en premier lieu au peuple russe. Et il s'agit de leur dire, regardez, la Russie conserve l'initiative, nous avons des capacités, ne craignez rien. Le moment venu, on saura frapper ceux qui nous gênent ou qui nous attaquent ou qui nous agressent. Voyez. Bon, alors ces manœuvres navales de la flotte militaire russe qui nous intriguent. Premier exemple, l'affaire de ce navire équipé du tout dernier missile vanté, dont les mérites sont vantés par Vladimir Poutine, repéré au large de Boulogne-sur-Mer, au large de nos côtes, tout près de nos côtes. Voyons précisément de quoi il s'agit, les indispensables, avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Commençons par ça. Quel est ce navire de guerre qui a longé les côtes françaises? Eh bien, ce n'est pas n'importe quel navire, David. Son nom, l'amiral Gorchkov. On vous en parlait déjà la semaine dernière. La frégate la plus moderne de la flotte russe. 130 mètres de long, avec à son bord plus de 210 marins. Mais le plus inquiétant, c'est que c'est le premier navire russe équipé des missiles hypersoniques Zircon. On vous en a parlé également la semaine dernière. Ces fameux missiles considérés par Moscou comme indétectables et donc inarrêtables, présentés par Vladimir Poutine comme l'arme suprême. Mais où est précisément ce navire, ou en tout cas, par où est-il en train de passer? Alors, il se trouvait ce matin au large de Boulogne-sur-Mer, dans la Manche, à 20 km seulement des côtes françaises, donc visible à l'œil nu ou à la jumelle par les autorités françaises. Que fait-il ici? Alors, je vous rassure tout de suite, pas de panique, son objectif n'est pas la France, il ne fait que passer. Regardez son parcours. Le navire russe est parti du port de Mourmansk au nord de la Russie et il fait en fait le tour de l'Europe en passant par la France pour atteindre donc la mer Méditerranée. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que la marine française ne s'attendait pas forcément à voir le Gorchkov passer si près de nos côtes. Ce n'était pas spécialement prévu que l'amiral Gorchkov passe dans le détroit du Pas-de-Calais, mais cela avait été anticipé par la coopération de l'OTAN, déclare la préfecture de la Manche à LCI. Alors pourquoi la mer Méditerranée? Parce qu'officiellement, ce navire va faire un exercice militaire dans la mer Méditerranée, c'est selon le ministère de la Défense russe, et passer par les côtes françaises est tout simplement le chemin le plus court pour rejoindre la mer Méditerranée. Son passage n'est donc pas suspect, mais pour le général Yakovlev, c'est l'occasion pour Moscou de rappeler sa puissance de feu. Écoutez. Un bateau, c'est fait pour naviguer, et ça navigue. Et donc celui-là va d'une base du nord et rejoint la Méditerranée orientale. Et il passe devant nos côtes. C'est de la routine, si vous voulez. C'est un message de routine. On fait ça tout le temps. Oui, c'est très vieux. Restez avec nous, Quentin. Ça n'est que de la routine. Donc Oui, il n'y a rien, il n'y a pas anguille sous roche. Non, non, pas du tout. D'abord parce qu'il est tout seul. Et on sait bien que les bateaux, pour être efficaces à la guerre navale, il faut des escadres avec des accompagnements, des bateaux qui ont des systèmes d'armes particuliers qui sont prêts à faire face à toute éventualité. Là, on est dans la démonstration. Ah, on est dans la démonstration. On est dans la démonstration. Et pour montrer, vous voyez, on a un fleuron de la marine qui peut se permettre d'aller sur vos côtes, qui va aller en Méditerranée, etc. Mais ça veut dire qu'il pouvait passer ailleurs. Ah ben, il aurait pu passer ailleurs, mais là, c'est volontaire. Cette route-là, elle a été... Et c'est la plus courte en même temps. C'est la plus courte en même temps, mais il savait... C'est aussi pour nous tester, si vous voulez, pour voir comment on va réagir au passage d'un bateau de guerre russe pas loin de nos côtes, c'est évident. Mais ça se faisait déjà à l'époque de la guerre froide, tout ça. Voilà. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne pourront pas aller dans la mer Noire, parce qu'on se dit, tiens, ils vont continuer et passer dans la mer Noire. Mais ils ne peuvent pas parce que le détroit des Dardanelles est bloqué par les Turcs. Non, mais sur cette route-là, on cherche simplement à savoir s'il y avait effectivement une intention de tester ou si c'est la route la plus courte. On cherche à aller le plus vite possible, on cherche à économiser du carburant. Les deux navires, qu'ils soient commerciaux ou militaires, font la même chose. Nécessairement, il y a un volet à la fois routine, comme vous l'avez dit, c'est tout à fait classique. Et en plus, ce type de navigation est parfaitement légal. En tout cas, moi, j'ai cru comprendre qu'il était resté tout à fait dans les eaux territoriales, dans les eaux internationales, pardonnez-moi.
Mais c'est aussi évidemment, il y a une petite notion de se signifier aux pays riverains de l'OTAN qui, quand ils voient passer un bateau russe, et c'est tout à fait la procédure, surveillent chacun à leur tour le parcours de ce type de navire pour s'assurer qu'il reste bien dans les eaux internationales ou qu'il n'a pas de comportement ni suspect ni agressif. Mais c'est une procédure classique, mais n'empêche que ça occupe les pays de l'OTAN à chaque fois qu'on voit passer un bateau. De la même façon, quand on voit passer des avions au-dessus des pays baltes, ou enfin pas très loin de leur espace aérien, c'est surveillé, c'est contrôlé, c'est maîtrisé. Oui, mais Jean-Dominique, la marine française n'était pas prévenue. Est-ce qu'il n'est pas de bonne pratique dans ces cas-là, quand on va passer à 20 km au large de Boulogne ou de Calais, que de dire bon, on va passer, tout va bien, on ne fait que passer? On peut, mais en termes de... Si la courtoisie entre militaires, entre marins le voudrait. Bon, en ce moment, la courtoisie entre la France et la Russie, c'est pas génial. Mais en termes de droit international, le droit de la mer, ils ont totalement le droit de passer là. D'ailleurs, comme les Français ont totalement le droit d'aller au large de Mourmansk ou en mer Baltique. On peut le faire. Donc, honnêtement, c'est spectaculaire parce que c'est une frégate lance-missile assez moderne, hein, mais c'est pas très embêtant. Ce qui est beaucoup plus embêtant, mais ça on le sait pas, c'est s'ils ont des sous-marins. Alors les sous-marins passeraient pas là parce que là vraiment c'est pas un endroit où on envoie des sous-marins. Puis c'est facile à repérer. Mais je crois qu'il y en a un qui est passé il y a quelques mois dans le golfe de Gascogne. Oui, voilà. Donc les sous-marins contournent les îles britanniques par le nord. Et donc, si on trouvait un sous-marin nucléaire d'attaque russe au large de Brest, là, ce serait plus embêtant. Peut-être que ça arrive. Ça arrive même, sans doute. Mais bon, il y a assez peu de communication là-dessus. Et ça, c'est beaucoup plus embêtant. Ça, honnêtement, il est en transit. Il montre ses muscles en passant devant la France. Enfin, il montre ses muscles. Il n'a même pas besoin de les montrer. On le voit. D'ailleurs, au fond, là, ce qu'on fait, c'est qu'on contribue à dégonfler. À dire, il est là. Mais bon, honnêtement, il n'y a aucun danger. Et le fait qu'il y ait des missiles... Il n'y a absolument aucun danger. Le fait qu'il y ait le fameux missile Zircon ne change rien à l'affaire. D'abord, est-ce qu'il en a à bord? On n'en sait rien. C'est ce qu'ils disent. Personne n'est allé vérifier. Oui, c'est probable qu'il ait des missiles hypersoniques. Mais quand nos frégates se déplacent, elles ont des missiles de croisière, parfois. Hein. Les sous-marins nucléaires, en plus, de toute façon, ils ne passeraient jamais par la Manche. Ah non, ils passent jamais par la Manche. Ils passent par les failles océaniques, bien au nord des îles britanniques, pour éviter d'être repérés. C'est quoi l'intérêt de repérer un sous-marin nucléaire? Jamais. L'idée, c'est qu'on ne sait pas où ils sont. C'est ça l'idée. Et ils vont sûrement pas se rapprocher des côtes parce qu'ils ont des missiles qui portent à plusieurs milliers de kilomètres. Donc je vois pas l'intérêt de venir à 20 kilomètres de Boulogne. Hein. Voilà. Au minimum, on a pris de belles photos, je pense. Oui, ça, c'est non, mais les archives. Les armées... peut-être les armées ont dû prendre de belles photos. Il y a une autre manœuvre qui attire... Ils ont quand même perdu un croiseur, le Moskva, en mer Noire. Donc c'est pas toujours. Avec un missile ukrainien. Et quand vous dites que c'est très moderne, un missile ukrainien, c'est très intéressant parce que qui dit que c'est très moderne? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est eux? Je vous rappelle que le Moskva, encore une fois, il était donné comme un des plus modernes de la flotte russe. Un des plus gros. Oui, je ne sais pas s'il était un des plus modernes. Et on disait à l'époque, rappelez-vous... Conception soviétique, je crois, le Moskva. Sauf totalement modernisé. Et simplement, on sait depuis que la modernisation n'a pas eu lieu à cause de la corruption. Donc on avait l'impression que tout ça ils étaient équipés des derniers missiles avec une protection, et en réalité, ça n'était pas le cas. Expliquer l'ire de Poutine. Voilà. Donc l'autre manœuvre de la marine militaire russe, sans doute plus sérieuse, qui attire nos regards, et on vous retrouve, Quentin, c'est celle d'une partie de la flotte russe dans la mer Noire et dans ce port qui regroupe depuis quelques mois l'essentiel de la flotte russe en mer Noire. Oui, c'est Naval News, le journal officiel de la Royal Navy britannique, qui donne cette information aujourd'hui. Hier matin, 4 bâtiments militaires russes, un navire et 3 sous-marins ont quitté le port de Novorossiysk pour se diriger au large de la mer Noire. Parmi les 4 bâtiments, le Piotr Morgunov, vous allez le voir, c'est le plus grand navire russe dit amphibie, c'est-à-dire utilisé pour lancer un assaut par la mer. Il fait 135 mètres de long, il peut accueillir jusqu'à 13 chars de combat, 40 véhicules blindés et jusqu'à 300 soldats. Il était suivi
par 3 sous-marins de classe Kilo capables de tirer des missiles de type calibre, des missiles qui ont déjà été utilisés pour frapper l'Ukraine à plusieurs reprises. Alors pourquoi cette manœuvre? L'hypothèse la plus retenue, c'est que ce navire et ses sous-marins pourraient se préparer à tirer une salve de missiles sur l'Ukraine. Le journal rappelle que la dernière fois qu'une telle manœuvre a eu lieu, elle avait précédé une série de frappes. Mais cela pourrait être aussi une manœuvre pour la protection de ces navires et pour ne pas revivre l'épisode de Sébastopol, lorsque le port militaire de Crimée avait été attaqué par des drones ukrainiens. Plusieurs navires russes avaient alors été détruits. Il faut savoir également que le port de Novorossiysk avait d'ailleurs aussi été attaqué à fin novembre. Moscou pourrait donc avoir eu des renseignements indiquant qu'une future attaque sur leur base militaire aurait peut-être lieu. Autrement dit, il y a un scénario d'attaque et il y a un scénario de défense. Merci Quentin. Quelle est votre hypothèse privilégiée générale? Je ne lis pas dans les boules de cristal, donc les deux possibilités existent. Je pense qu'il y a peut-être une troisième qu'on peut rajouter qui serait une vertu logistique un petit peu, c'est-à-dire réapprovisionner certains sites de la mer Noire, voire de la mer d'Azov, à partir de ces bateaux. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir qu'il faut rapprocher ces mouvements-là qui se passent au sud, dans la mer, de ce qui se passe au nord, en Biélorussie actuellement, des renforcements qui ont lieu dans le Donbass avec les troupes nouvellement mobilisées, etc., et qui tendent à montrer quand même que la prochaine action des Russes pourrait être une action massive, combinée, tirant les enseignements de leur échec de l'année dernière. Ils pourraient cette fois-ci attaquer, lorsqu'ils seront en position de force, de masse, ils pourraient attaquer partout à la fois. C'est ça que je vois, le risque, si vous voulez, que je vois derrière ce type de mouvement. Mais pour l'instant, c'est peut-être pour aussi inciter les Ukrainiens à ne pas regrouper leurs forces à un endroit pour en prendre l'initiative de la contre-offensive. Parce que mettez-vous à la place de ceux qui nous regardent. Il y a 10 minutes, on leur disait, cette armée russe et cette économie russe, elles sont à bout de souffle. Et vraiment, on tire sur la corde pour arriver à tenir le coup. Et là, on dit peut-être qu'il va y avoir une offensive générale russe. C'est très possible. Écoutez, si on est dans la logique de la fuite en avant du président Poutine, et je crois que personne n'en doute, il a raté la première manche, il est en train de préparer la deuxième. Et il sait qu'il n'y aura pas de troisième manche pour lui. Parce que s'il perd la deuxième, il y aura pas, on ne lui pardonnera pas. Si vous voulez. Donc il va faire en sorte que cette deuxième manche tienne la route le mieux possible, avec tous les handicaps qui ont déjà été signalés, c'est vrai. Il n'aura peut-être pas la totalité de ce qu'il souhaiterait en stock de munitions, il n'aura peut-être pas tous les équipements qu'il souhaiterait pour équiper ses soldats, il leur a promis qu'il leur donnerait des choses très bien, bon, mais il va certainement s'orienter vers une manœuvre de cette sorte-là. Moi, c'est ma conviction. Ouais. Et la vôtre, Jean-Dominique, si vous en avez une? Ce qu'on observe, c'est que ces bateaux, c'est souvent 1 kilo, embarquent effectivement des missiles. Mais ils n'en embarquent pas beaucoup, ils en embarquent, je crois, de mémoire 4 chacun. Donc on a 3 x 4, 12 missiles. Bon, voilà. Il y a des tirs tous les jours sur l'Ukraine. Mais par ailleurs, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que, évidemment, quand on en prend un sur la tête, ça fait mal. Donc c'est toujours difficile de dire ça à la télévision. Mais si on fait des statistiques, parce que c'est quand même une guerre industrielle à un moment, on voit que la Russie est incapable de faire une campagne de frappe massive quotidienne. Ils font une fois, toutes les semaines, tous les 15 jours, on voit, ils relancent. Bon, là, manifestement, la marine doit se préparer à faire une frappe avec, 12 missiles de tirer les sous-marins. Bon, il y aura 12 missiles qui tomberont sur 20 villes. Il va falloir les choisir. Ils ne vont pas tous tomber au bon endroit. Il y en a qui seront interceptés. Il y en a qui ils sont interceptés aujourd'hui à quasiment 75%. Ouais. Vous voyez, je veux dire, donc, et puis, une fois qu'ils auront fait leur frappe, ils rentreront à Novorossiysk pour se recharger. Donc, on est plutôt là-dedans. Et quant à une opération amphibie où ils débarqueraient des gens, alors ça, j'y crois absolument pas. Bon. Ça, c'est une... Oui, je voudrais rebondir sur ce que disait le général Perruche à l'instant, sur une éventuelle offensive, la deuxième manche qui pourrait être préparée.
parce que je crois que la prochaine manche, elle ne sera pas technologique comme on le craint, ça sera plutôt une offensive un petit peu comme ce qui s'est passé en Corée, entre les deux Corées en 1952, si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire les Américains gagnaient la guerre, donc étaient remontés quasiment à la frontière chinoise, et brutalement des millions d'hommes, hein, je ne sais pas comment c'est, mais des centaines de milliers d'hommes ont débarqué armés de AK-47, hein, donc de fusils mitrailleurs, et ont renversé... Peu armés, vous voulez dire. Peu armés, oui, juste un fusil mitrailleur. Et ils ont renversé par la masse, repoussé à la mer, rejeté à la mer véritablement, les Américains et les troupes sud-coréennes. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez beau tirer, avoir la puissance de feu, si vous avez des millions d'hommes qui arrivent sur vous, ben forcément, vous reculez. Et je me demande... Vu la troisième, les éléments qui semblent indiquer qu'il y a une troisième mobilisation massive. C'est la une du Monde cet après-midi. On en parle depuis des semaines, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'elle est de plus en plus souvent évoquée par les Ukrainiens. C'est ça. Et moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il peut préparer un coup comme cela. Alors, ça sera monstrueux en termes de coût humain, mais il peut l'emporter sur ce coup-là. Et donc, je pense que là, maintenant, nous, les Européens et les Américains, on doit passer très, 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 très vite, avant que cette troisième vague de mobilisation ait lieu, à la fourniture, alors là, pour le coup, de chars de combat, notamment les fameux Léopard 2, les Abrams américains, et de même, il faut envisager de fournir des avions aux Ukrainiens. Un mot à vous, Daphné. Non, c'est effectivement... Comment vous lisez ça? Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien, à travers les vagues successives de livraison d'armes occidentales et leur nature, qu'en fait, on colle aux besoins les plus pressants de Kiev au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, on a besoin d'armes anti-chars, d'armes anti-aériennes pour contrer la première offensive soi-disant éclair. Ensuite, on a besoin plus d'artillerie. Et maintenant, on arrive à une phase, et puis bien évidemment de défense solaire. Et maintenant, on arrive à une phase où, effectivement, les Occidentaux voient qu'il est possible qu'il se dessine une offensive russe, en particulier dans le Donbass, et que là, il faut donner aux Ukrainiens les moyens de la contenir avec des chars, avec des engins légers de reconnaissance, avec vraiment tout un dispositif terrestre qui permette de la mobilité, la manœuvre pour prendre la supériorité face aux Russes qui risquent, eux, d'avoir effectivement de la masse. Voilà, c'est ça. Bon, il est l'heure d'accueillir Caroline